C'est maintenant le temps de la chronique en compagnie de Sylvie Boucher, psychologue. Je recommence. C'est maintenant le temps de la chronique en compagnie de Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, merci. Oui, bonjour Amélie. Oui, ça va bien. Et toi, comment ça s'est passé depuis qu'on s'est parlé? Ça se passe très, très bien. Et cette semaine, on va parler dans ta capsule de la flexibilité psychologique versus la rigidité psychologique. Absolument. Et tu vas voir, là, je suis certaine qu'il y a certains auditeurs qui vont se reconnaître un petit peu, malheureusement, dans la rigidité psychologique. Et on va commencer à en parler. Pourquoi c'est si important? Parce que les recherches démontrent que si on a un faible niveau de flexibilité psychologique, eh bien, ce faible niveau-là, il est associé à des niveaux élevés de dépression, d'anxiété, de stress puis de détresse psychologique. Alors, tu comprends que c'est important. Et grâce à ces résultats-là, on peut, dans une certaine mesure, on peut même prédire quel sera le niveau de détresse psychologique et le nombre d'absences au travail d'une personne au cours de l'année suivante. Oh là là! Oui, on rit plus, là. C'est la flexibilité, la rigidité psychologique, là, c'est une caractéristique très, très, très importante. Moi, en clinique, je reçois souvent des gens qui sont en arrêt de travail, là, pour dépression ou anxiété. Eh bien, plus les gens sont rigides, plus leur rétablissement est difficile et l'arrêt de travail, il est plus long. Beaucoup plus long que ceux qui sont plus flexibles au niveau psychologique. Alors, c'est important quand même. Alors, on va commencer par définir la rigidité psychologique parce que c'est là que je dis malheureusement beaucoup de gens vont se reconnaître pour ensuite comprendre la flexibilité. Alors, la rigidité psychologique, c'est une lutte intérieure ou des comportements qui visent à éviter de ressentir des émotions et des pensées désagréables. Les êtres humains, là, ils aiment pas beaucoup ça, avoir des pensées désagréables ou ressentir des émotions pénibles comme on appelle pénible la tristesse, la colère, la peur. Dans un sens, c'est bien normal, mais il y a certaines personnes qui font vraiment beaucoup d'efforts pour éviter de ressentir ça. Alors, ce qu'il va avoir, souvent, c'est un véritable combat intérieur, là. Évidemment, il n'y a pas des gants de boxe, mais il y a une voix intérieure qui va argumenter sans fin. C'est ce qu'on appelle, là, la rumination. Par exemple, les gens vont dire, ça n'a pas d'allure ce qui m'arrive, c'est pas supposé d'être comme ça, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, c'est injuste, je peux pas croire que ça arrive, faut absolument que ça change, qu'est-ce que je vais faire avec ça, oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure, faut que ça change. Et là, ça tourne continuellement, là. C'est ça qu'on appelle la rumination. La personne, elle pense constamment à ce qui la dérange, mais sa pensée, elle n'est pas productive. Sa pensée ne l'amène pas vers une vraie solution adéquate. Alors, cette lutte intérieure-là, elle exige beaucoup de temps et d'énergie. C'est épuisant, ben oui. Tout à fait. Les gens sont presque envahis et ce qui arrive, c'est que leur énergie est tellement mobilisée par ça que ça leur fait oublier leurs priorités et tous leurs efforts sont concentrés pour éviter l'inconfort au lieu d'être axés vers l'action pour atteindre les objectifs. La personne, là, elle devient presque paralysée. Alors ça, c'est comme pas le fun, là. La personne est tellement obsédée par ses pensées qu'elle est plus capable de fonctionner puis de continuer à s'en aller vers ses objectifs. Une autre manière très fréquente aussi d'éviter les sentiments désagréables, c'est d'adopter ce qu'on appelle des comportements d'évitement qui évitent de me faire sentir quelque chose que j'aime pas, comme par exemple la consommation excessive d'alcool, de médicaments, de drogue, ou se lancer dans plusieurs activités de façon complètement effrénée, là. La course en avant, pour se distraire et ne pas penser à ce qui nous dérange, ou carrément faire de l'évitement, c'est-à-dire éviter les situations qui nous rappellent ce qui est désagréable. Alors, par exemple, les gens qui souffrent beaucoup de la solitude vont boire plus ou essayer frénétiquement de rencontrer quelqu'un pour éviter de se retrouver seul. Hein, on en connaît des gens comme ça. Les gens vont parfois dire, je suis un dépendant affectif. C'est un peu ça, là. Ils travaillent tellement fort pour éviter de se sentir seul qu'ils peuvent sortir des fois avec pas la bonne personne. Un autre exemple, c'est par exemple une personne qui aurait eu l'impression d'être humiliée par des amis, si on peut appeler ça des amis, mais cette personne-là, elle va avoir tendance à éviter les contacts sociaux parce qu'elle veut pas revivre ça, sauf qu'elle va se sentir isolée, ce qui est pas mieux. Les gens aussi qui sont des perfectionnistes excessifs, ils vont travailler très fort pour éviter de faire une erreur ou de se faire prendre un défaut. Ça passe pas pour eux autres. Ils se sentiraient tellement mal, mais ils s'épuisent. Alors, ce sont des manières
tout ça, là, c'est des manières d'éviter les pensées et les émotions désagréables. Malheureusement, au lieu de régler réellement le problème, ça maintient la personne dans la souffrance. Alors, en résumé, là, la rigidité psychologique, c'est de déployer beaucoup d'efforts pour éviter de ressentir des pensées ou des émotions désagréables. Et la flexibilité psychologique, elle, c'est quoi? Tout à fait le contraire, c'est ça? C'est l'inverse, tout à fait. C'est la capacité d'être en contact avec ses pensées et ses sentiments du moment présent, sans lutte inutile, sans se débattre et sans que ça empêche la personne d'agir en fonction de ses objectifs et ses valeurs. Je vais te donner un exemple qu'on connaît internationalement, Céline Dion. La peine de cette femme-là, elle est immense. Elle a perdu l'homme de sa vie, mais elle est revenue, elle a des objectifs, elle a des actions, des buts, elle continue à agir. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de peine, on le voit là, on le voit très clairement. Dès qu'elle parle de son mari, elle vient tout croche. Mais elle est capable quand même d'agir. Cette femme-là, elle a une grande flexibilité psychologique, une grande capacité d'adaptation. Alors, tu vois, la flexibilité psychologique, c'est associé à une meilleure qualité de vie, au bien-être émotionnel et à la satisfaction au travail. Alors, on est en train de se rendre compte que la flexibilité, là, c'est le cœur d'une nouvelle conception de la santé mentale. Quand nous, on travaille, là, on est en train de se rendre compte que si la personne est flexible, là, on peut définir qu'elle est quand même en bonne santé, d'une certaine façon. Alors, ça devient, pour nous, les thérapeutes, un objectif thérapeutique qui est important. On l'utilise surtout là dans les psychothérapies cognitives comportementales de troisième vague. Tout ce qui est relié à la pleine conscience, ou des fois les gens vont en entendre parler, la thérapie ACT. Alors, ce qu'on fait dans ces thérapies-là, c'est que au lieu de simplement viser à la diminution des symptômes, là, que la personne adore mieux, qu'elle soit moins anxieuse, tout ça, le but de la thérapie, c'est d'aider la personne à se libérer de l'emprise des symptômes pour qu'elle puisse quand même agir en fonction de ses priorités, ses valeurs, ce qui lui permet d'avoir une vie plus riche et plus épanouie malgré les symptômes. C'est ça qui est intéressant. On n'attend pas juste qu'ils disparaissent, on l'aide à fonctionner quand même. Alors, par exemple, au lieu de travailler pour modifier ses pensées, ses émotions qui sont désagréables, la personne, elle apprend à établir une relation différente avec ses pensées, ses émotions ou ses sensations. Au lieu de les combattre et de se laisser envahir, la personne prend une distance avec les sensations, comme si elle les déposait à côté d'elle, au lieu d'être envahie et habitée par toutes ces pensées, ces émotions-là. Ça lui permet de fonctionner. Et des fois, juste de les exprimer, nos pensées qui sont, nos pensées négatives, un peu de les exprimer à quelqu'un d'autre, ça fait du bien. Oui, ça peut faire du bien de les exprimer. Il faut toujours faire attention à qui on les exprime, oui, parce que la personne, sans vouloir, là, des fois, elle nous écoute, puis elle peut même empirer ça, parce que l'équilibre, il est difficile entre exprimer mes émotions pour les mettre à côté et les exprimer tellement que je suis en train de me rouler dedans, puis finalement, je redeviens envahie, tu comprends? Alors, c'est pour ça que si c'est trop fort, là, on recommande d'aller parler à quelqu'un dont c'est le métier. Mais comme c'est toi. C'est pas mal la meilleure chose. Puis tu vois, si on parle d'une bonne santé psychologique, une personne qui a une bonne santé psychologique, donc qui est flexible au niveau psychologique, elle est capable de gérer l'incertitude, l'imprévisibilité, puis les changements, parce que ça fait partie de toute vie humaine. Alors, la flexibilité, c'est un aspect fondamental de la santé parce que, justement, elle donne la capacité de faire face aux défis puis aux conflits de la vie quotidienne. Et on pense sérieusement qu'elle serait reliée à la résilience. La résilience, c'est la capacité de rebondir après une épreuve. Alors, si t'es pas flexible, on s'entend-tu que t'es pas capable de rebondir? Alors, ça peut être intéressant là, de vérifier si on est flexible ou pas. Si ça intéresse les auditeurs, ils peuvent aller sur le site de Psychomédia, qui est vraiment un très, très beau site là, de ressources et de données psychologiques. Et il y a un test qu'on peut passer, un petit test de flexibilité psychologique. Je mettrai le lien sur mon site un peu plus tard, mais si vous allez sur Psychomédia, test de flexibilité, vous allez le trouver. Sylvie, est-ce qu'on peut passer d'une rigidité psychologique à une flexibilité psychologique? Oui, c'est absolument fantastique pour ça. On peut pratiquer. Et un des grands moyens de favoriser la flexibilité psychologique, c'est l'entraînement aux habiletés de pleine conscience ou qu'on appelle aussi présence attentive. Et c'est justement ce qu'on va voir dans les prochaines capsules. Ben, merci. Alors, bonne semaine à tout le monde. Merci beaucoup, Sylvie. On se retrouve dans 2 semaines. Parfait. Au revoir.